Partie réservée à notre partenaire Wati, le think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest. Dan Vieira d'Acosta, vous êtes la chargée de plaidoyer. Alors, Dan d'Acosta, Wati a publié en février 2020 un rapport appelé Mataki sur le fonctionnement des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest. Parlez-nous des conclusions de ce rapport. En effet, Wati a publié en 2020 un rapport que nous appelons Mataki sur le fonctionnement des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement comment améliorer le fonctionnement des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest. Donc ça partait d'une analyse de comment fonctionnent les systèmes de santé, quelles sont les difficultés de nos systèmes de santé que rencontrent les systèmes de santé en Afrique de l'Ouest et quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place afin d'améliorer leur fonctionnement. Ça allait vraiment de la prévention aux ressources humaines en passant par le financement, le fonctionnement des structures de santé, entre autres. En fait, ici, il est aussi important de mentionner que les insuffisances du secteur de la santé en Afrique ont longtemps été un sujet de préoccupation majeure avant même l'actuelle crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la Covid-19 et c'est donc d'ailleurs raison pour laquelle ce rapport, en tout cas cette thématique a fait l'objet d'une étude par Wati. Les indicateurs sur la situation sanitaire en Afrique de manière générale et dans les pays de la zone Wati de manière spécifique montrent que des progrès incontestables ont été réalisés au cours des 2 dernières décennies en matière de santé publique en Afrique. Par contre, les évolutions restent contrastées d'un pays à l'autre, mais la tendance globale est quand même positive en termes d'évolution, je précise. Donc les progrès ont été par contre freinés par des contextes de conflits armés ou de crises sanitaires telles que Ebola, récemment en Afrique de l'Ouest, dans des pays tels que le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée qui ont été lourdement affectés. Donc on a vu que l'état de santé s'est amélioré en grande partie grâce à l'ampleur également des contributions internationales. Nous pouvons par exemple mentionner des partenaires tels que des grands bailleurs tels que le Fonds mondial de lutte contre le palu, le sida et la tuberculose. On a l'OMS également qui appuie beaucoup les pays dans la mise en place de leur politique nationale de santé publique. Mais le revers un peu de la médaille, c'est que y a un effort un peu insuffisant au niveau national en termes d'investissement public, en termes de santé publique. Les objectifs de 15% par exemple qui ont été donnés, c'est vraiment un engagement qui a été pris par les chefs d'État à Abuja en 2001 de consacrer 15% de leur budget à la santé publique au niveau national. On voit que ces objectifs ont difficilement du mal à être atteints en Afrique de l'Ouest et par les chefs d'État au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc les données montrent vraiment des défaillances des États sur ces questions en termes de financement, en termes de ressources humaines, en termes de prévention, en termes de fonctionnement des structures de santé. Mais d'un autre côté, on peut voir que si on fait une analyse des 20 dernières années, vraiment, il y a vraiment des évolutions, une évolution en tout cas positive qui peut être notée. Après, on voit quand même que dans la majorité des pays, il y a un hôpital pour 1 million. En Afrique de l'Ouest, j'entends, il y a un hôpital pour 1 million de personnes, un médecin ou un lit d'hôpital pour 10 000 personnes, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et on peut même parler également de vraiment l'importation, par exemple, des produits pharmaceutiques qui coûtent à l'Afrique à peu près 14 milliards de dollars chaque année. Voilà, alors qu'une production locale de produits pharmaceutiques non seulement diminuerait ses dépenses, mais créerait environ 16 millions d'emplois en Afrique. Le rapport souligne que l'Afrique est en retard en termes de couverture sanitaire universelle, même si on a des avancées encourageantes dans plusieurs pays tels que le Ghana, le Sénégal ou encore le Mali, et qu'on a également des inégalités en termes d'accès aux soins, aussi bien entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais également à l'intérieur même des pays où on voit que les populations vivant dans les milieux, dans les zones rurales ont beaucoup de difficultés d'accès aux soins. On parle également du manque de matériel, de médicaments, de plusieurs hôpitaux et de centres de santé qui sont parfois marqués ou très souvent même marqués par le manque d'hygiène, la faiblesse des capacités d'accueil, les coupures d'électricité ou encore le manque d'attention vers les malades. Donc ça, c'est quelques-unes des faiblesses qui sont relatées dans le Mataki sur le fonctionnement des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest.
face à ces manquements justement, pouvez-vous nous rappeler quelles sont les 5 recommandations faites par Wati pour améliorer le fonctionnement des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest? Oui, alors face à ces manquements-là, Wati a émis une série de 5 recommandations visant à améliorer le fonctionnement des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest. La première est liée à la prévention. Donc Wati recommande de mettre en place une politique préventive de lutte contre les maladies au cœur du système de santé en mettant vraiment l'accent sur la sensibilisation des enfants, des parents, des enseignants, de mettre en place par exemple des centres de sensibilisation dans les communautés, y compris les communautés les plus éloignées, de renforcer la sensibilisation sur les problèmes de santé mentale, sur la santé mentale qui est vraiment le parent pauvre de la santé, prévoir dans le budget national de santé des rubriques pour cette sensibilisation-là, parce que nous partons du principe que plus on a une population sensibilisée sur la façon d'éviter les maladies, sur la façon de se protéger de certaines maladies, et moins il y aura de pression sur les systèmes de santé, sur les structures de santé, sur les professionnels de santé. Nous parlons ensuite d'assurer la formation de ressources humaines suffisantes dans le domaine de la santé, y compris la santé mentale, leur affectation équitable sur les territoires nationaux et leur encadrement effectif. Alors, cette recommandation est focalisée sur les professionnels de santé. Nous parlons ici, par exemple, d'investir dans la formation de professionnels de santé sur la base d'une planification déterminée par l'identification des besoins et des manques les plus importants en matière de médecins spécialistes, mais aussi d'infirmiers ou d'autres agents de santé spécialisés. Il s'agit également d'envisager la formation de personnels de santé non diplômés en médecine, par exemple des infirmiers, des sages-femmes issus d'écoles spécialisées et sélectionnés par concours, de les former à la pratique de certains actes médicaux relativement simples et courants qui sont généralement réservés uniquement aux médecins afin de pallier au manque et soigner les patients à court et à moyen terme. Nous parlons aussi d'introduire ou de renforcer dans les parcours de formation initiale ou permanente des personnels de santé des sessions sur l'éthique professionnelle, car il est important vraiment que, au-delà des formations sur l'éthique qui ont été administrées lors des formations initiales, il est important tout au long du parcours de formation, tout au long de la carrière professionnelle de santé, d'avoir des sessions de rappel, des sessions de recyclage sur l'importance de l'éthique professionnelle, l'importance de l'écoute aux patients, car nous voyons que malheureusement, ça fait parfois défaut dans certaines structures de santé. Il s'agit également d'améliorer les conditions de travail et les perspectives d'évolution professionnelle du personnel médical afin d'éviter les grèves récurrentes, de conserver dans le secteur public les ressources humaines de qualité et de maintenir un niveau satisfaisant de motivation et d'engagement des médecins, des infirmiers, de tous les professionnels de santé, qu'ils puissent travailler de façon décente, qu'ils aient des perspectives de carrière afin de maintenir un certain niveau de motivation. Il y a d'autres sous-recommandations que vous retrouverez dans le document Mataki qui est disponible sur notre site web www.wati.org à la rubrique débat et particulièrement débat sur les systèmes de santé. Nous parlons également en troisième recommandation d'améliorer le financement des systèmes de santé afin de promouvoir l'accessibilité aux soins et aux médicaments. Nous reviendrons sur cette recommandation tout à l'heure, mais il s'agit vraiment de tout mettre en place pour avoir des systèmes durables et pérennes de financement qui ne dépendent pas uniquement de l'aide internationale, mais aussi qui mettent en avant les investissements nationaux des États. En quatrième recommandation, nous parlons d'améliorer le fonctionnement au quotidien des établissements délivrant les services de santé, par exemple d'améliorer l'hygiène ou encore de mettre en place pour lutter contre parfois la corruption qui sévit dans les structures de santé, d'audits externes et internes afin d'assurer que les budgets alloués sont dépensés de façon adéquate. La dernière recommandation, il s'agit de renforcer les systèmes de santé nationaux pour le développement de la recherche, la mutualisation des ressources au niveau régional et l'institutionnalisation d'un débat public pour les politiques nationales de santé publique. Oui, précisément, parlez-nous de la troisième recommandation liée au financement durable des systèmes de santé. Oui, merci Essouli. Alors, la troisième recommandation dans ce Mataki est liée au financement. Nous recommandons d'améliorer les systèmes de financement de la santé publique afin de promouvoir un accès aux soins et aux médicaments pour
tous. La toute première mesure serait de considérer l'investissement dans un système de santé public universel, tendant vers la gratuité comme la première des priorités des gouvernements, de concert avec l'éducation. Donc il s'agit ici de réellement respecter cet engagement qui avait été pris par les chefs d'État à Abuja en 2001, de consacrer 15% de leur budget aux systèmes de santé nationaux, aux systèmes de santé publics. Ensuite, nous parlons d'allouer des ressources budgétaires spécifiques au domaine de la santé, telles que les taxes liées qui proviennent du commerce du tabac, de l'alcool, des produits de luxe, des transactions financières importantes. Ça aussi, ce serait une source de financement importante. Et ensuite, nous avons parlé de négocier avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé une formule qui permettrait d'assurer une compensation financière pour les ressources humaines du domaine de la santé qui sont formées dans les pays africains mais qui finalement sont recrutées dans les pays à revenus élevés, ce qui permettrait de procurer des ressources qui sont exclusivement affectées à la formation des personnels de santé dans des pays d'origine. Et enfin, nous recommandons de s'inspirer des systèmes rwandais et thaïlandais. Mais il y a d'autres systèmes africains qui ont réussi à assurer une couverture médicale universelle à leur population. Merci à vous, Danviera Dacosta du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, notre partenaire.